Au cœur de la Suisse, une vallée des plus bucoliques, le centre mondial de l'horlogerie. C'est ici que se trouvent les horlogers les plus réputés de la profession. Depuis des siècles, ces hommes sont obsédés par l'idée de fabriquer la montre parfaite. Pour percer le secret du temps qui passe, ils prennent tout leur temps. Une quête insensée pour laquelle ils ont su développer un savoir-faire unique, mondialement reconnu. Dans le Jura suisse, la mesure du temps est un art. Nous partons à la rencontre de maîtres d'œuvre de génie et de leurs extraordinaires inventions. Le berceau de l'horlogerie suisse se trouve à Genève, aux portes du Jura. C'est ici, dans le quartier historique de Saint-Gervais, que des joailliers genevois et des huguenots venus s'installer dans la ville créent en 1601 la toute première corporation d'horlogers. Quelques années auparavant, Jean Calvin, l'un des pères de la réforme protestante, a interdit aux Genevois de porter des bijoux. Du coup, joailliers et orfèvres ont utilisé tout leur talent pour fabriquer des montres. Une façon de contourner l'interdit tout en exerçant leur métier. Rapidement, les montres se parent d'or et de pierres précieuses. Depuis ce temps, c'est à Genève que naissent les montres les plus luxueuses et les plus chères du monde. L'horloger genevois Patek Philippe s'inscrit dans cette tradition. Dans l'entreprise familiale règne une atmosphère de sobriété et de luxe manifeste. Pour beaucoup, les meilleures montres mécaniques sont fabriquées ici dans ces ateliers. Seul un horloger hors pair peut assembler un mécanisme si minuscule et si compliqué à la fois. La plus petite mécanique de précision qu'une main puisse assembler. La couronne, une pièce maîtresse, a deux fonctions. D'une part, elle sert à remonter le mécanisme et d'autre part, à mettre les aiguilles à l'heure. C'est donc avec la couronne que l'on remonte le ressort dissimulé dans le barillet. C'est ce qu'on appelle l'armage du ressort. Le ressort est le moteur de la montre, sa pièce vitale. Après avoir été remonté, il se détend lentement. L'armage entraîne les roues d'engrenage qui entraînent à leur tour toutes les parties du mécanisme. S'il n'était pas freiné, le ressort enroulé en spirale se détendrait en quelques secondes et les aiguilles s'emballeraient. Pour empêcher le déroulement incontrôlé du rouage, l'encre transmet les impulsions du balancier à la roue d'échappement. L'encre hache le temps en de minuscules intervalles. Le temps se laisse alors apprivoiser, on peut enfin le mesurer. Une montre mécanique de valeur a bien souvent d'autres fonctions que celle d'indiquer l'heure. Elle signale par exemple la date. Les horlogers appellent ces options des complications. Ici, l'horloger assemble une complication très rare, un mécanisme délicat et ingénieux appelé tourbillon. Il faut plusieurs jours pour fabriquer cet ensemble minuscule contenant le système régulateur de la montre. Le tourbillon effectue un tour complet par minute. Tout l'intérêt de ce mécanisme réside dans le fait qu'il permet de contrebalancer les effets de la gravité terrestre. Les montres possédant un tourbillon sont des modèles d'ingéniosité, de véritables œuvres d'art. Et ce qui me plaît beaucoup dans mon travail, c'est qu'il y a un mélange de côté mathématique, physique, rationnel, avec un côté artistique et dextérité. Ça veut dire qu'on doit faire autant on doit polir des faces en acier, on doit polir des vis, on travaille avec nos mains, il y a un côté artisanal, et il y a aussi un côté physique, mécanique, avec des instruments de mesure, tout un côté un peu alchimie de l'horlogerie qui est très intéressant.
Dans l'atelier contigu, Paul Buclin assemble une montre de 1200 pièces et 22 complications. Un record de complexité, le couronnement de sa carrière. Le Star Caliber, donc, c'est une pièce qui a été faite. Elle n'est pas terminée, elle est en réalisation. C'est pour ça que vous avez les deux couvercles qui se trouvent ici. C'est une pièce qui a été faite pour le passage de l'an 2000. Alors, elle a 22 complications. Elle a en particulier un lever et coucher du soleil, chose qui n'avait pas été faite de cette façon sur d'autres pièces. Vous avez deux aiguilles de minute, une qui indique le temps moyen et l'autre qui indique le temps solaire. La différence, c'est ce qu'on appelle l'équation du temps. Et de l'autre côté, alors vous avez quelque chose qui pour ma part est très joli, et c'est la position pour l'hémisphère nord de toutes les étoiles qui tournent avec l'ouverture ici pour Genève, et d'autre part un autre disque qui vous indique les phases de la Lune et l'âge de la Lune. Voilà. Il faut des mois pour assembler le Star Calibre. Il n'y en aura que 16 exemplaires. Son prix, environ 2 millions d'euros. Dans les ateliers d'horlogerie, le temps est une affaire précieuse. Les montres du Jura sont des objets très recherchés pour des placements financiers, mais aussi comme symbole de réussite sociale, ou encore comme objet de prestige. Ici, on vend du rêve, on vend aussi, disons, et puis la beauté des mécanismes aussi. Je crois que les gens sont sensibles à ça. Ça ne montre pas que l'heure, mais ils sentent aussi que ces pièces, elles vivent. Au milieu du XVIIIe siècle, les horlogers genevois connaissent un tel succès que pour pouvoir honorer toutes les commandes, ils font appel aux paysans des vallées jurassiennes, à qui ils sous-traitent de plus en plus de travaux. Pendant les longs mois d'hiver, ces paysans n'ont pas d'activité. Beaucoup vont alors apprendre quelques notions de métallurgie et d'horlogerie afin de s'assurer un revenu supplémentaire. Certains vont se montrer si doués qu'ils vont devenir de véritables experts. Avec l'industrialisation, le monde réclame des mesures du temps de plus en plus précises. C'est en particulier dans le Jura qu'émerge une nouvelle génération d'horlogers, élaborant des montres plus petites, plus précises, plus résistantes. À la recherche de la parfaite maîtrise du temps, ces horlogers ont rapidement développé des mécanismes que l'on utilise aujourd'hui encore. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'horlogerie permet de développer la mécanique de précision. La complexité des ouvrages augmente. Les maîtres horlogers du Jura rivalisent d'ingéniosité. Ils construisent des mécanismes extraordinaires qui dépassent le cadre de l'horlogerie. En 1810, les frères Rochat créent cet automate en forme de pistolet. La poignée du pistolet contient un petit soufflet qui alimente en air le chant du colibri. L'oiseau métallique est la pièce maîtresse d'un mécanisme qui fonctionne sur plusieurs niveaux.
Pour les meilleurs horlogers, la montre a toujours été un défi à l'imagination, bien plus qu'un objet de précision. Beaucoup de montres n'ont été fabriquées que pour sonder les limites techniques et créatrices. Sur cet automate, la montre n'est plus qu'un accessoire incrusté dans la crosse. La famille Le Coultre, des Huguenots venus de France, s'est elle aussi installée dans la vallée des maîtres du temps. En 1844, Antoine Le Coultre invente le millionomètre, le premier instrument capable de mesurer le micron, le millième de millimètre. Cette découverte va permettre d'augmenter la finesse et la précision des montres. La famille Le Coultre est à l'origine de l'une des premières manufactures du Jura. L'homme et la machine se partagent les tâches. Ce sont les débuts de la production industrielle de montres en Suisse. Toutes les étapes de la fabrication d'une montre sont désormais réunies en un seul endroit. Du travail de l'acier à la création du cadran et des aiguilles, en passant par la fabrication des boîtiers. À chaque époque, les clients ont de nouvelles exigences. Les armées européennes réclament des montres pratiques, qu'il ne faut pas aller chercher au fond d'une poche. C'est pour elles que les maîtres horlogers inventent les premiers bracelets-montres. De plus en plus, les manufactures misent sur les connaissances, le savoir-faire et le talent de leurs collaborateurs. Hier ein anderes kleines Weltwunder. Das Werk dieser Herrenuhr ist nur 1,4 mm dick, also nicht einmal so dick wie ein Zündholz. Auch dieses Perpetuum mobile, der Traum jedes Erfinders, ist eine Jägerle-Coulter-Sprung. Ohne jedes menschliche Zutun wird die Atmos als einzige Uhr der Welt allein durch die Temperaturschwankungen der Luft aufgezogen. Aujourd'hui, dans une manufacture, on compte environ 50 métiers différents. D'anciens métiers, comme la miniature en émail, ont ressuscité. Sur beaucoup de modèles Reverso, par exemple, le revers est orné de miniatures de style Art déco ou Art nouveau. Ce modèle date des années 30, période de la grande crise économique. Ces lignes sobres sont le reflet de cette époque. Le modèle Reverso était à l'origine destiné aux sportifs. Il possède un boîtier pivotant qui permet de protéger le verre, très fragile à l'époque. Dans les manufactures modernes, l'ingénieur et l'ordinateur ont fait leur apparition. Mais l'ordinateur n'est pas en mesure d'accomplir le délicat travail de précision. Aussi là on voit la finesse de cette plaque ici. Et par exemple la première que j'ai faite, je l'avais fait 2/10 trop fine. Et au moment du détourage, ça fait comme une chips. Donc la platine ici c'est galbé, donc elle était inutilisable. Et ça c'est toujours des petites choses que même en conception, même quand on simule, on calcule ou tout, on n'y pense pas. Et c'est en faisant les protos qu'on se rend compte tous les problèmes qu'on rencontre. Donc je vais dire 50% du temps sur l'ordinateur et 50% à côté où il faut réfléchir, un peu calculer, voir où on peut mettre les pièces. Puisqu'on gagne énormément de temps en le faisant dans la tête qu'en essayant sur la pièce chaque fois de tout déplacer, sinon ça demande vraiment énormément de travail. Donc si on a déjà une idée claire dans la tête, je veux dire le gros du boulot il est là. L'intérieur d'une montre a tout d'un puzzle en 3 dimensions. La plupart des pièces bougent les unes par rapport aux autres.
et certaines sont soumises à des charges très importantes. Cette roue, par exemple, tourne 700 000 fois par jour. La robustesse et l'innovation, c'est ce que recherchent les meilleurs horlogers. David Cando et son équipe ont longtemps travaillé à la conception d'une montre qui permet d'entendre passer le temps. La spécialité de cette pièce, c'est la partie qu'on retrouve ici avec les deux marteaux qui vont venir frapper sur les gongs qui sont fixés à la glace de la montre, qui vont vraiment procurer un son, ce qu'on appelle de cristal, puisque le timbre est relié directement à la glace. Donc nous avons ici le timbre des heures et des minutes en violet, et qui va vous indiquer les heures, les quarts et les minutes au passage à la demande. C'est quoi ce changement, c'est la meilleure solution, hein? Tout à fait. D'accord. Ouais. Cette montre en platine a la valeur d'un bel appartement. Il n'y a pas plus discret pour signaler sa fortune et son rang social. Vanessa Ancel travaille à l'étage supérieur, le plus prestigieux de la manufacture. La jeune femme est l'une des horlogères les plus douées de la profession. Elle travaille actuellement sur un calibre minuscule, de la taille d'un ongle. Dans le jargon horloger, le calibre désigne l'ensemble du mécanisme, appelé aussi mouvement. J'assemble le calibre 101, qui est réputé pour être le calibre le plus petit du monde. Il a seulement 98 pièces, 0,75 grammes. La moindre inattention et le travail de plusieurs jours est anéanti. C'est pour cette raison que Vanessa Ancel ne travaille que le matin à l'assemblage de ce minuscule mécanisme. Elle se sent alors suffisamment calme pour assembler des pièces dont certaines ont la taille d'un grain de poussière. Oui, c'est vrai que c'est particulier de faire cette pièce-là, parce qu'apparemment, il n'y a pas grand monde, quoi. Et oui, c'est vrai que je suis fière de le faire, quoi. Une bonne horlogère, surtout la patience. Ne pas baisser les bras aussitôt dès que ça va pas, parce que c'est vrai que c'est souvent. Et oui, prendre le temps en temps, faut savoir aussi sortir un moment, respirer, et puis revenir, et puis pas stresser. Depuis 1929, le calibre 101 constitue le cœur des montres bijoux. À l'époque, la bienséance voulait que les femmes ne portent pas de montre. Du coup, elles étaient dissimulées dans des bracelets ou des broches. Prochaine étape sur la route des maîtres du temps, Sainte-Croix. L'industrie horlogère du Jura suisse compte de grandes manufactures, mais aussi des horlogers indépendants et très reconnus. Ce sont souvent ces esprits libres qui sont à l'origine de petites révolutions dans les mécanismes et l'esthétique des montres. Vianney Alter a installé sa petite manufacture dans une ancienne fabrique de boîtes à musique. Il a grandi dans les faubourgs de Paris où son père était conducteur de train. À 13 ans, il commence un apprentissage d'horloger. À 17, il est embauché chez un restaurateur de pendules et de montres anciennes. C'est là qu'il va apprendre toute la beauté et l'ingéniosité des vieilles mécaniques. À 30 ans, Vianney Alter quitte les bords de Seine pour les montagnes suisses, comme beaucoup de passionnés d'horlogerie avant lui. Depuis toujours, il se passionne pour les instruments de navigation. J'ai besoin de ces objets autour de moi, comme ici, où l'on trouve de tout ce qui était pour l'aviation déjà
les instruments de tableau de bord qui demandaient, parce que c'était une histoire vitale pour les pilotes, une précision et un art de fabrication qui soit extrême. Donc j'apprécie énormément d'être entouré de ces objets. Ça m'arrive de les ouvrir, de les démonter et de voir comment ils ont été réalisés. Ça m'inspire pour pouvoir des fois glisser ces idées ou ces procédés dans ce que l'on produit dans l'horlogerie. Viana Alter est réputé pour mettre beaucoup de lui-même dans ses créations. Une chose qui est sûre si je voulais, mais que je fais en fait, de mettre dans les produits, c'est une partie de mon âme. Ça, c'est sûr. Et c'est pas visible, ça. Vous pouvez chercher, bien que si vous regardez bien, je pense que vous pouvez voir quelque chose. Une petite équipe de spécialistes aide le maître horloger à concrétiser ses rêves. Ici, chaque pièce est fabriquée à la main et vérifiée sans cesse afin qu'elle n'ait pas le moindre défaut. Il faut parfois des mois pour fabriquer une seule montre. La petite manufacture n'en produit qu'une centaine par an. Un petit peu des deux côtés, mais le moins possible. Ouais, non, mais ça va bien comme ça. C'est vrai, les dimensions, les largeurs. En 1998, Viana Alter lance l'Antiqua. Ce modèle très particulier lui assurera une renommée internationale. On va avoir un contraste plus important sur les deux. Le modèle Antiqua réunit prouesse technique et design exceptionnel. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès d'une montre? Je dirais que c'est un mélange des deux. Et il faut une montre, que je la considère moi de valeur, il faut qu'elle ait une technique ou une construction qui soit remarquable et que son image soit remarquable. Il faut qu'elle plaise. Si elle est super bien née à l'intérieur mais qu'elle a un corps abominable, elle a un intérêt, mais elle n'a pas un intérêt complet. L'image et la technique ou la façon de construire sont liées maintenant complètement. Pour cet horloger, la construction d'une montre s'apparente à un jeu d'échecs où les possibilités sont illimitées. Okay. Ça fait même la partie aussi de la porte. Ah oui, tu viens t'intégrer directement sur la porte et en fait on la recoupe au centre. Voilà, ça fait la totalité. Plus que jamais, les précieuses montres mécaniques sont convoitées et collectionnées. Des objets cultes qui méritent un écrin à la hauteur de leur valeur. Chez Viana Alter, ce sera un magnifique coffret en marqueterie. La partie frontale aussi qui va venir recevoir ce type de décoration et de continuité du fil. L'horloger accepte de nous montrer le dernier né de ses projets, le modèle Cabestan, une montre au design révolutionnaire. Ici, des cylindres ont remplacé les aiguilles. Le mouvement de conception transversale est appelé mécanisme à fusée. À l'origine, beaucoup de montres de Gousset possédaient un tel mécanisme. Une fois, un client m'a demandé, ma montre, elle coûte 100 000, enfin, il n'explique pas le tarif, mais il dit bien qu'il l'a payé très cher. Des fois, quelques centaines de milliers de francs, puis il explique, mais ma montre, elle n'est pas très précise, vous savez, toutes les semaines ou tous les 10 jours, il faut remettre à l'heure. Et là, je lui explique clairement que s'il veut avoir l'heure précise, il n'y a aucun problème, c'est très facile. Il prend son téléphone mobile et puis il regarde l'heure dessus, il a l'heure sans aucun problème pour un prix extraordinaire. Mais que s'il a envie de rêver, il prend ma montre et puis là, il a accès au rêve.
Nous quittons Sainte-Croix et traversons le balcon du Jura en direction de la région des lacs aux confins des Alpes. C'est au bord du lac de Bienne que se décida le sort de l'industrie horlogère suisse il y a quelques dizaines d'années. Gâtés par le succès, les fabricants n'avaient pas suivi les évolutions technologiques. Quand il y a 30 ans, les montres à quartz japonaises inondèrent le marché au détriment des montres mécaniques, l'horlogerie suisse connut la crise la plus sévère de son histoire. C'est un conseiller en économie et finances, Nicolas Hayek, qui révolutionnera la branche. Ce fou de montre investit à l'époque dans les montres de luxe, mais il décide aussi de riposter sur le marché des montres à bas prix. La première fois que j'ai montré la Swatch, c'était sur un terrain de tennis. Je me souviens qu'il y avait des jolies femmes qui jouaient au tennis avec moi. Personne ne savait ce qu'était une Swatch. Ce nom n'était pas encore connu. Je l'ai montré comme ça et j'ai dit « Nous allons conquérir le monde avec cette montre ». Ça les a toutes fait rire. Elles ont dit que j'étais bien optimiste. Le secret de cette montre, c'est qu'elle n'est faite que de 51 pièces, alors qu'il en faut normalement 150. Cette nouvelle montre possède un mécanisme à quartz. Des composants électroniques remplacent les parties mécaniques, telles que le ressort ou l'échappement. Le boîtier est entièrement en plastique. Nicolas Hayek révolutionna aussi l'assemblage de la montre. Il remplaça les hommes par des robots plus rapides. Le temps, c'est aussi de l'argent. Une bonne montre à quartz a de nombreux avantages. Peu chère, elle est souvent plus juste que les montres mécaniques les plus coûteuses. Mais on ne pouvait bien sûr pas dire ça. Alors il a fallu trouver un autre argument de vente. Et ça a été qualité, prix bas, provocation et joie de vivre. Joy of life. L'innovation de Nicolas Hayek devint l'expression d'un style de vie. Depuis, les modèles sont sans cesse renouvelés et renouvelables. Branchés, colorés, jamais ennuyeux, à l'image de celui ou celle qui les porte. Cette montre culte est devenue un bien de consommation à durée de vie limitée. On peut en changer selon l'endroit ou l'humeur. Avec ce succès phénoménal, la profession a compris que l'horlogerie consiste avant tout à vendre des émotions. Les horlogers ont retenu la leçon. Aujourd'hui, le marketing est devenu aussi important que les prouesses techniques. La première publicité pour la Swatch que nous avons faite pour l'Allemagne était une pure provocation. On a accroché à Francfort, sur le bâtiment de la Commerzbank, une Swatch de 140 mètres de haut. Une vraie montre qui fonctionnait. Et on a inscrit Swatch, Suisse, 60 Deutschmark. Vous savez, accrocher une montre en plastique d'une valeur de 60 Deutschmark sur un bâtiment qui en a coûté 380 millions et qui renferme de l'or et des billets de banque, c'était vraiment la provocation du siècle. Avec le temps, la Swatch a fini par devenir un classique de l'horlogerie suisse. Des artistes reconnus travaillent à son design et contribuent à son succès. À ce jour, près de 250 millions d'exemplaires ont été vendus de par le monde.
D'un côté, je déteste le temps. Dans ma vie, j'ai pu tout contrôler, à part la mort et les impôts. Mais le temps, on ne peut pas le maîtriser. Il vous file entre les doigts. Hier encore, j'étais le plus jeune dans les réunions, les commissions, dans les entreprises où j'étais. Mais aujourd'hui, je suis le plus vieux, et je ne peux pas maîtriser ça. C'est pour ça que je déteste le temps. Et pourtant, je l'aime aussi. Il m'a apporté beaucoup de joie. J'ai pleinement profité de la vie, je l'ai croqué à pleines dents. J'oscille entre deux sentiments. Le temps, je l'aime et je le déteste. Nous rejoignons Neuchâtel, tout au bout de la vallée des maîtres horlogers. Le musée d'art et d'histoire de Neuchâtel abrite des machines extraordinaires. Ces automates ont été construits à l'époque des Lumières. Ces mécanismes exceptionnels sont le fruit de travaux aux confins de l'horlogerie, de la mécanique de précision et de la science. Le père de ces automates est Jacques Edrose, un horloger de génie très en avance sur son temps. Ses créations savent dessiner, jouer de la musique et même écrire. Jacques Edrose sillonne l'Europe avec ses automates. Partout où il va, il suscite l'admiration, mais son invention provoque aussi la crainte. En Espagne, il échappe de peu au bûcher de l'Inquisition. Au-dessus de la vieille ville, à l'observatoire, les successeurs de Jacques Edrose essaient de construire la montre la plus précise du monde. D'après Albert Einstein, le temps est une illusion tenace. Mais ici, l'illusion est mesurée avec une précision extrême. 15 chiffres après la virgule, c'est la précision avec laquelle les scientifiques de ce laboratoire ont calculé la durée d'une seconde. Cela est rendu possible grâce aux horloges atomiques. Des montres sans partie mécanique, sans ressort, ni roue d'entraînement, sans cadran, ni aiguille. La partie la plus importante d'une horloge atomique se trouve bien cachée en son centre. Il s'agit du tube de césium. La mesure du temps est basée sur la fréquence des oscillations des atomes de césium. Dans une montre traditionnelle, il n'y a que quelques oscillations par seconde. C'est comme ça que se mesure le temps. Dans une horloge atomique, on mesure les oscillations de l'atome qui, elles, sont beaucoup plus rapides, de l'ordre d'1 milliard d'oscillations par seconde. Du coup, on peut mesurer la durée d'une seconde avec plus de précision. Les horloges atomiques de Neuchâtel ne sont pas seulement très précises. Elles doivent aussi résister à des conditions extrêmes, comme celles de l'espace. L'horloge atomique est la pièce centrale du nouveau système de navigation européen mis en orbite, Galileo. Ce système ultra précis trouve aussi des applications dans la vie quotidienne, notamment dans les systèmes de type GPS. Ces systèmes de navigation, que beaucoup connaissent déjà grâce au système américain GPS, utilisent un réseau de satellites équipés d'horloges atomiques qui tournent autour de la Terre. Chaque satellite envoie des signaux radio contenant des informations d'une part sur sa position et d'autre part sur l'instant d'émission grâce à l'horloge atomique. Le calcul de la position peut alors s'effectuer par triangulation à partir notamment du temps mis par les signaux pour parvenir au navigateur. Plus l'horloge du satellite est précise, plus la position de l'utilisateur va elle aussi être précise.
De retour dans la vallée des maîtres horlogers, nous nous dirigeons vers la Chaux-de-Fonds. Cette ville a vu naître le constructeur automobile Chevrolet, ainsi que l'architecte Le Corbusier. C'est l'un des grands centres de l'horlogerie suisse. Dans le monde des horlogers, Ludwig Oechslin passe pour un érudit et un génie de la conception. Après des études de philosophie, d'histoire ancienne et d'astronomie aux universités de Bâle et Berne, il s'est tourné vers l'art horloger. Dans l'atelier du Musée international d'horlogerie, Ludwig Oechslin vérifie l'authenticité de certaines pièces d'une horloge datant de la Renaissance. C'est une personnalité hors du commun qui vit dans un monde bien à lui, un monde fait de science, de calcul et d'élaboration. Même si en matière d'horlogerie, les principales découvertes ont été déjà faites, Ludwig Oechslin est persuadé que tout peut être refait différemment. Tout, oui, vraiment. Sa grande passion, les astrolabes, de grands instruments astronomiques fabriqués au Moyen Âge. Des appareils de mesure extraordinaires qui permettaient de déterminer la position du Soleil, de la Lune et des étoiles et servaient également d'appareils de navigation. Ludwig Oechslin se fit connaître en réalisant un véritable petit miracle. Il réussit à miniaturiser un astrolabe pour l'intégrer dans une montre-bracelet. C'est cette montre qui m'a servi de prototype. Je l'avais construite peu avant mon examen de fin d'apprentissage. Je l'ai d'ailleurs portée le jour de l'examen. Vous voyez, elle est un peu épaisse. Mais c'est toujours comme ça dans les premières phases de la conception, pour les prototypes. On construit les choses de façon très solide, pour être sûr qu'elles résistent. La montre astrolabe possède un engrenage d'une précision jamais égalée. 144 000 années s'écouleront avant que les données astronomiques ne dévient d'un seul jour. Il n'y a pas plus précis. Mais cette précision est poussée à un tel paroxysme qu'elle n'est pas perceptible. Et personnellement, cela me laisse un peu perplexe. D'un autre côté, cette précision a un sens, car cette beauté intérieure, atteinte grâce aux mathématiques, transparaît à l'extérieur, comme une âme. Si cette montre n'était pas aussi précise, elle ne serait pas aussi belle. Au niveau créatif, c'est un grand moment quand on arrive à construire de la façon la plus simple possible une montre très compliquée. C'est là toute la difficulté. Quand j'ai construit ces montres astronomiques, je me suis imaginé qu'elles renfermaient quelque chose, un message à transmettre, une représentation pertinente de notre époque. Et en fait, ce message, c'est qu'il faut relativiser le quotidien. Car ici, il est question du cosmos. Le cosmos est grand, et nous sommes petits. Si ces montres permettent de susciter la réflexion, alors c'est une bonne chose, sans aucun doute. Ce modèle sans cadran ni aiguille possède un carrousel tourbillon indiquant l'heure par la rotation même de son mouvement.
deux ponts tournants superposés indiquent respectivement les heures et les minutes. Ludwig Oechslin a aussi imaginé un nouvel échappement, avec des roues en silicium, un matériau jamais utilisé jusqu'alors en horlogerie. Mais que l'on soit un créateur hors pair, ou encore un scientifique brillant, face au temps, le génie fait place à l'humilité. Quand je me plonge dans la construction de ces objets, quand je m'y perds en quelque sorte, alors ce sont des moments de bonheur exceptionnels. Mais quand je regarde mon agenda et que je vois que j'ai 3 choses à faire en même temps, et qu'elles sont peut-être aussi importantes les unes que les autres, alors je suis face à un problème, un vrai dilemme. Et du coup, le temps n'est plus agréable du tout. Les moments de stress ou d'ennui sont des moments, je devrais même dire, des émotions qui peuvent être très pesants et qu'on essaie d'éviter. En fait, je pense que les meilleurs moments, c'est quand on oublie le temps. Au cœur de la Suisse, une vallée des plus bucoliques, le centre mondial de l'horlogerie. C'est ici que se trouvent les horlogers les plus réputés de la profession. Depuis des siècles, ces hommes sont obsédés par l'idée de fabriquer la montre parfaite. Pour percer le secret du temps qui passe, ils prennent tout leur temps. Une quête insensée pour laquelle ils ont su développer un savoir-faire unique, mondialement reconnu. Dans le Jura suisse, la mesure du temps est un art. Nous partons à la rencontre de maîtres d'œuvre de génie et de leurs extraordinaires inventions. Le berceau de l'horlogerie suisse se trouve à Genève, aux portes du Jura. C'est ici, dans le quartier historique de Saint-Gervais, que des joailliers genevois et des huguenots venus s'installer dans la ville créent en 1601 la toute première corporation d'horlogers. Quelques années auparavant, Jean Calvin, l'un des pères de la réforme protestante, a interdit aux Genevois de porter des bijoux. Du coup, joailliers et orfèvres ont utilisé tout leur talent pour fabriquer des montres, une façon de contourner l'interdit tout en exerçant leur métier. Rapidement, les montres se parent d'or et de pierres précieuses. Depuis ce temps, c'est à Genève que naissent les montres les plus luxueuses et les plus chères du monde. L'horloger genevois, Patek Philippe, s'inscrit dans cette tradition. Dans l'entreprise familiale règne une atmosphère de sobriété et de luxe manifeste. Pour beaucoup, les meilleures montres mécaniques sont fabriquées ici dans ces ateliers. Seul un horloger hors pair peut assembler un mécanisme si minuscule et si compliqué à la fois, la plus petite mécanique de précision qu'une main puisse assembler. La couronne, une pièce maîtresse, a 2 fonctions. D'une part, elle sert à remonter le mécanisme et d'autre part, à mettre les aiguilles à l'heure. C'est donc avec la couronne que l'on remonte le ressort dissimulé dans le barillet. C'est ce qu'on appelle l'armage du ressort. Le ressort est le moteur de la montre, sa pièce vitale. Après avoir été remonté, il se détend lentement.
L'armage entraîne les roues d'engrenage qui entraînent à leur tour toutes les parties du mécanisme. S'il n'était pas freiné, le ressort enroulé en spirale se détendrait en quelques secondes et les aiguilles s'emballeraient. Pour empêcher le déroulement incontrôlé du rouage, l'ancre transmet les impulsions du balancier à la roue d'échappement. L'ancre hache le temps en de minuscules intervalles. Le temps se laisse alors apprivoiser. On peut enfin le mesurer. Une montre mécanique de valeur a bien souvent d'autres fonctions que celle d'indiquer l'heure. Elle signale par exemple la date. Les horlogers appellent ces options des complications. Ici, l'horloger assemble une complication très rare, un mécanisme délicat et ingénieux appelé tourbillon. Il faut plusieurs jours pour fabriquer cet ensemble minuscule contenant le système régulateur de la montre. Le tourbillon effectue un tour complet par minute. Tout l'intérêt de ce mécanisme réside dans le fait qu'il permet de contrebalancer les effets de la gravité terrestre. Les montres possédant un tourbillon sont des modèles d'ingéniosité, de véritables œuvres d'art. Et ce qui me plaît beaucoup dans mon travail, c'est qu'il y a un mélange de côté mathématique, physique, rationnel, avec un côté artistique et dextérité. Ça veut dire qu'on doit faire autant on doit polir des faces en acier, on doit polir des vis, on travaille avec nos mains, il y a un côté artisanal, et il y a aussi un côté physique, mécanique, avec des instruments de mesure, tout un côté un peu alchimie de l'horlogerie qui est très intéressant. Dans l'atelier contigu, Paul Buclin assemble une montre de 1200 pièces et 22 complications. Un record de complexité, le couronnement de sa carrière. Le Star Caliber, donc, c'est une pièce qui a été faite. Elle n'est pas terminée, elle est en réalisation. C'est pour ça que vous avez les deux couvercles qui se trouvent ici. C'est une pièce qui a été faite pour le passage de l'an 2000. Alors, elle a 22 complications. Elle a en particulier un lever et coucher du soleil, chose qui n'avait pas été faite de cette façon sur d'autres pièces. Vous avez deux aiguilles de minute, une qui indique le temps moyen et l'autre qui indique le temps solaire. La différence, c'est ce qu'on appelle l'équation du temps. Et de l'autre côté, alors vous avez quelque chose qui pour ma part est très joli, et c'est la position pour l'hémisphère nord de toutes les étoiles qui tournent avec l'ouverture ici pour Genève, et d'autre part un autre disque qui vous indique les phases de la Lune et l'âge de la Lune. Voilà. Il faut des mois pour assembler le Star Calibre. Il n'y en aura que 16 exemplaires. Son prix, environ 2 millions d'euros. Dans les ateliers d'horlogerie, le temps est une affaire précieuse. Les montres du Jura sont des objets très recherchés pour des placements financiers, mais aussi comme symbole de réussite sociale, ou encore comme objet de prestige. Ici, on vend du rêve, on vend aussi, disons, et puis la beauté des mécanismes aussi. Je crois que les gens sont sensibles à ça. Ça ne montre pas que l'heure, mais ils sentent aussi que ces pièces, elles vivent. Au milieu du XVIIIe siècle, les horlogers genevois connaissent un tel succès que pour pouvoir honorer toutes les commandes, ils font appel aux paysans des vallées jurassiennes, à qui ils sous-traitent de plus en plus de travaux. Pendant les longs mois d'hiver, ces paysans n'ont pas d'activité. Beaucoup vont alors apprendre quelques notions de métallurgie et d'horlogerie afin de s'assurer un revenu supplémentaire. Certains vont se montrer si doués qu'ils vont devenir de véritables experts.
Avec l'industrialisation, le monde réclame des mesures du temps de plus en plus précises. C'est en particulier dans le Jura qu'émerge une nouvelle génération d'horlogers, élaborant des montres plus petites, plus précises, plus résistantes. À la recherche de la parfaite maîtrise du temps, ces horlogers ont rapidement développé des mécanismes que l'on utilise aujourd'hui encore. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'horlogerie permet de développer la mécanique de précision. La complexité des ouvrages augmente. Les maîtres horlogers du Jura rivalisent d'ingéniosité. Ils construisent des mécanismes extraordinaires qui dépassent le cadre de l'horlogerie. En 1810, les frères Rochat créent cet automate en forme de pistolet. La poignée du pistolet contient un petit soufflet qui alimente en air le chant du colibri. L'oiseau métallique est la pièce maîtresse d'un mécanisme qui fonctionne sur plusieurs niveaux. Pour les meilleurs horlogers, la montre a toujours été un défi à l'imagination, bien plus qu'un objet de précision. Beaucoup de montres n'ont été fabriquées que pour sonder les limites techniques et créatrices. Sur cet automate, la montre n'est plus qu'un accessoire incrusté dans la crosse. La famille Le Coultre, des Huguenots venus de France, s'est elle aussi installée dans la vallée des maîtres du temps. En 1844, Antoine Le Coultre invente le millionomètre, le premier instrument capable de mesurer le micron, le millième de millimètre. Cette découverte va permettre d'augmenter la finesse et la précision des montres. La famille Le Coultre est à l'origine de l'une des premières manufactures du Jura. L'homme et la machine se partagent les tâches. Ce sont les débuts de la production industrielle de montres en Suisse. Toutes les étapes de la fabrication d'une montre sont désormais réunies en un seul endroit. Du travail de l'acier à la création du cadran et des aiguilles, en passant par la fabrication des boîtiers. À chaque époque, les clients ont de nouvelles exigences. Les armées européennes réclament des montres pratiques, qu'il ne faut pas aller chercher au fond d'une poche. C'est pour elles que les maîtres horlogers inventent les premiers bracelets-montres. De plus en plus, les manufactures misent sur les connaissances, le savoir-faire et le talent de leurs collaborateurs. Hier ein anderes kleines Weltwunder. Das Werk dieser Herrenuhr ist nur 1,4 Millimeter dick, also nicht einmal so dick wie ein Zündholz. Auch dieses Perpetuum mobile, der Traum jedes Erfinders, ist eine Jägerle-Coulter-Sprung. Ohne jedes menschliche Zutun wird die Atmos als einzige Uhr der Welt allein durch die Temperaturschwankungen der Luft aufgezogen. Aujourd'hui, dans une manufacture, on compte environ 50 métiers différents. D'anciens métiers, comme la miniature en émail, ont ressuscité.
Sur beaucoup de modèles Reverso, par exemple, le revers est orné de miniatures de style Art déco ou Art nouveau. Ce modèle date des années 30, période de la grande crise économique. Ces lignes sobres sont le reflet de cette époque. Le modèle Reverso était à l'origine destiné aux sportifs. Il possède un boîtier pivotant qui permet de protéger le verre, très fragile à l'époque. Dans les manufactures modernes, l'ingénieur et l'ordinateur ont fait leur apparition. Mais l'ordinateur n'est pas en mesure d'accomplir le délicat travail de précision. Ici, là, on voit la finesse de cette plaque, ici. Et par exemple, la première que j'ai faite, je l'avais fait 2/10 trop fine. Et au moment du détourage, ça fait comme une chips. Donc la platine, ici, c'est galbé. Donc elle était inutilisable. Et ça, c'est toujours des petites choses que, même en conception, même quand on simule, on calcule ou tout, on n'y pense pas. Et c'est en faisant les protos qu'on se rend compte tous les problèmes qu'on rencontre. Donc je vais dire 50% du temps sur l'ordinateur et 50% à côté où il faut réfléchir, un peu calculer, voir où on peut mettre les pièces. Puisqu'on gagne énormément de temps en le faisant dans la tête qu'en essayant sur la pièce chaque fois de tout déplacer, sinon ça demande vraiment énormément de travail. Donc si on a déjà une idée claire dans la tête, je veux dire le gros du boulot il est là. L'intérieur d'une montre a tout d'un puzzle en 3 dimensions. La plupart des pièces bougent les unes par rapport aux autres. Et certaines sont soumises à des charges très importantes. Cette roue, par exemple, tourne 700 000 fois par jour. La robustesse et l'innovation, c'est ce que recherchent les meilleurs horlogers. David Cando et son équipe ont longtemps travaillé à la conception d'une montre qui permet d'entendre passer le temps. La spécialité de cette pièce, c'est la partie qu'on retrouve ici avec les 2 marteaux qui vont venir frapper sur les gongs qui sont fixés à la glace de la montre, qui vont vraiment procurer un son ce qu'on appelle de cristal, puisque le timbre est relié directement à la glace. Donc nous avons ici le timbre des heures et des minutes en violet, et qui va vous indiquer les heures, les quarts et les minutes au passage à la demande. C'est quoi ce changement, hein, c'est la meilleure solution, hein. Tout à fait. D'accord. Oui, oui. Cette montre en platine a la valeur d'un bel appartement. Il n'y a pas plus discret pour signaler sa fortune et son rang social. Vanessa Ancel travaille à l'étage supérieur, le plus prestigieux de la manufacture. La jeune femme est l'une des horlogères les plus douées de la profession. Elle travaille actuellement sur un calibre minuscule, de la taille d'un ongle. Dans le jargon horloger, le calibre désigne l'ensemble du mécanisme, appelé aussi mouvement. J'assemble le calibre 101, qui est réputé pour être le calibre le plus petit du monde. Il a seulement 98 pièces, 0,75 grammes. La moindre inattention et le travail de plusieurs jours est anéanti. C'est pour cette raison que Vanessa Ancel ne travaille que le matin à l'assemblage de ce minuscule mécanisme.
Elle se sent alors suffisamment calme pour assembler des pièces dont certaines ont la taille d'un grain de poussière. Oui, c'est vrai que c'est particulier de faire cette pièce-là parce qu'apparemment il n'y a pas grand monde, quoi. Et oui, c'est vrai que je suis fière de le faire, quoi. Une bonne horlogère, surtout la patience. Ne pas baisser les bras aussitôt dès que ça va pas, parce que c'est vrai que c'est souvent. Et oui, prendre le temps, de temps en temps, faut savoir aussi sortir un moment, respirer, et puis revenir, et puis... Au cœur de la Suisse, une vallée des plus bucoliques, le centre mondial de l'horlogerie. C'est ici que se trouvent les horlogers les plus réputés de la profession. Depuis des siècles, ces hommes sont obsédés par l'idée de fabriquer la montre parfaite. Pour percer le secret du temps qui passe, ils prennent tout leur temps. Une quête insensée pour laquelle ils ont su développer un savoir-faire unique, mondialement reconnu. Dans le Jura suisse, la mesure du temps est un art. Nous partons à la rencontre de maîtres d'œuvre de génie et de leurs extraordinaires inventions. Le berceau de l'horlogerie suisse se trouve à Genève, aux portes du Jura. C'est ici, dans le quartier historique de Saint-Gervais, que des joailliers genevois et des huguenots venus s'installer dans la ville créent en 1601 la toute première corporation d'horlogers. Quelques années auparavant, Jean Calvin, l'un des pères de la réforme protestante, a interdit aux Genevois de porter des bijoux. Du coup, joailliers et orfèvres ont utilisé tout leur talent pour fabriquer des montres, une façon de contourner l'interdit tout en exerçant leur métier. Rapidement, les montres se parent d'or et de pierres précieuses. Depuis ce temps, c'est à Genève que naissent les montres les plus luxueuses et les plus chères du monde. L'horloger genevois, Patek Philippe, s'inscrit dans cette tradition. Dans l'entreprise familiale règne une atmosphère de sobriété et de luxe manifeste. Pour beaucoup, les meilleures montres mécaniques sont fabriquées ici dans ces ateliers. Seul un horloger hors pair peut assembler un mécanisme si minuscule et si compliqué à la fois. La plus petite mécanique de précision qu'une main puisse assembler. La couronne, une pièce maîtresse, a deux fonctions. D'une part, elle sert à remonter le mécanisme et d'autre part, à mettre les aiguilles à l'heure. C'est donc avec la couronne que l'on remonte le ressort dissimulé dans le barillet. C'est ce qu'on appelle l'armage du ressort. Le ressort est le moteur de la montre, sa pièce vitale. Après avoir été remonté, il se détend lentement. L'armage entraîne les roues d'engrenage qui entraînent à leur tour toutes les parties du mécanisme. S'il n'était pas freiné, le ressort enroulé en spirale se détendrait en quelques secondes et les aiguilles s'emballeraient. Pour empêcher le déroulement incontrôlé du rouage, l'encre transmet les impulsions du balancier à la roue d'échappement. L'encre hache le temps en de minuscules intervalles. Le temps se laisse alors apprivoiser. On peut enfin le mesurer. Une montre mécanique de valeur a bien souvent d'autres fonctions que celle d'indiquer l'heure. Elle signale par exemple la date.
Les horlogers appellent ces options des complications. Ici, l'horloger assemble une complication très rare, un mécanisme délicat et ingénieux appelé tourbillon. Il faut plusieurs jours pour fabriquer cet ensemble minuscule contenant le système régulateur de la montre. Le tourbillon effectue un tour complet par minute. Tout l'intérêt de ce mécanisme réside dans le fait qu'il permet de contrebalancer les effets de la gravité terrestre. Les montres possédant un tourbillon sont des modèles d'ingéniosité, de véritables œuvres d'art. Et ce qui me plaît beaucoup dans mon travail, c'est qu'il y a un mélange de côté mathématique, physique, rationnel, avec un côté artistique et dextérité. Ça veut dire qu'on doit faire autant on doit polir des faces en acier, on doit polir des vis, on travaille avec nos mains, il y a un côté artisanal, et il y a aussi un côté physique, mécanique, avec des instruments de mesure, tout un côté un peu alchimie de l'horlogerie qui est très intéressant. Dans l'atelier contigu, Paul Buclin assemble une montre de 1200 pièces et 22 complications. Un record de complexité, le couronnement de sa carrière. Le Star Caliber, donc, c'est une pièce qui a été faite. Elle n'est pas terminée, elle est en réalisation. C'est pour ça que vous avez les deux couvercles qui se trouvent ici. C'est une pièce qui a été faite pour le passage de l'an 2000. Alors, elle a 22 complications. Elle a en particulier un lever et coucher du soleil, chose qui n'avait pas été faite de cette façon sur d'autres pièces. Vous avez deux aiguilles de minute, une qui indique le temps moyen et l'autre qui indique le temps solaire. La différence, c'est ce qu'on appelle l'équation du temps. Et de l'autre côté, alors vous avez quelque chose qui pour ma part est très joli, et c'est la position pour l'hémisphère nord de toutes les étoiles qui tournent avec l'ouverture ici pour Genève, et d'autre part un autre disque qui vous indique les phases de la Lune et l'âge de la Lune. Voilà. Il faut des mois pour assembler le Star Calibre. Il n'y en aura que 16 exemplaires. Son prix, environ 2 millions d'euros. Dans les ateliers d'horlogerie, le temps est une affaire précieuse. Les montres du Jura sont des objets très recherchés pour des placements financiers, mais aussi comme symbole de réussite sociale, ou encore comme objet de prestige. Ici, on vend du rêve, on vend aussi, disons, et puis la beauté des mécanismes aussi. Je crois que les gens sont sensibles à ça. Ça ne montre pas que l'heure, mais ils sentent aussi que ces pièces, elles vivent. Au milieu du XVIIIe siècle, les horlogers genevois connaissent un tel succès que pour pouvoir honorer toutes les commandes, ils font appel aux paysans des vallées jurassiennes, à qui ils sous-traitent de plus en plus de travaux. Pendant les longs mois d'hiver, ces paysans n'ont pas d'activité. Beaucoup vont alors apprendre quelques notions de métallurgie et d'horlogerie afin de s'assurer un revenu supplémentaire. Certains vont se montrer si doués qu'ils vont devenir de véritables experts. Avec l'industrialisation, le monde réclame des mesures du temps de plus en plus précises. C'est en particulier dans le Jura qu'émerge une nouvelle génération d'horlogers, élaborant des montres plus petites, plus précises, plus résistantes. À la recherche de la parfaite maîtrise du temps, ces horlogers ont rapidement développé des mécanismes que l'on utilise aujourd'hui encore.
Au XVIIIe et XIXe siècle, l'horlogerie permet de développer la mécanique de précision. La complexité des ouvrages augmente. Les maîtres horlogers du Jura rivalisent d'ingéniosité. Ils construisent des mécanismes extraordinaires qui dépassent le cadre de l'horlogerie. En 1810, les frères Rochat créent cet automate en forme de pistolet. La poignée du pistolet contient un petit soufflet qui alimente en air le chant du colibri. L'oiseau métallique est la pièce maîtresse d'un mécanisme qui fonctionne sur plusieurs niveaux. Pour les meilleurs horlogers, la montre a toujours été un défi à l'imagination, bien plus qu'un objet de précision. Beaucoup de montres n'ont été fabriquées que pour sonder les limites techniques et créatrices. Sur cet automate, la montre n'est plus qu'un accessoire incrusté dans la crosse. La famille Lecoultre, des Huguenots venus de France, s'est elle aussi installée dans la vallée des maîtres du temps. En 1844, Antoine Lecoultre invente le millionomètre, le premier instrument capable de mesurer le micron, le millième de millimètre. Cette découverte va permettre d'augmenter la finesse et la précision des montres. La famille Lecoultre est à l'origine de l'une des premières manufactures du Jura. L'homme et la machine se partagent les tâches. Ce sont les débuts de la production industrielle de montres en Suisse. Toutes les étapes de la fabrication d'une montre sont désormais réunies en un seul endroit. Du travail de l'acier à la création du cadran et des aiguilles, en passant par la fabrication des boîtiers. À chaque époque, les clients ont de nouvelles exigences. Les armées européennes réclament des montres pratiques, qu'il ne faut pas aller chercher au fond d'une poche. C'est pour elles que les maîtres horlogers inventent les premiers bracelets montres. De plus en plus, les manufactures misent sur les connaissances, le savoir-faire et le talent de leurs collaborateurs. Hier ein anderes kleines Weltwunder. Das Werk dieser Herrenuhr ist nur 1,4 mm dick, also nicht einmal so dick wie ein Zündholz. Auch dieses Perpetuum mobile, der Traum jedes Erfinders, ist eine Jäger-Lecoultre-Sprung. Ohne jedes menschliche Zutun wird die Atmos als einzige Uhr der Welt allein durch die Temperaturschwankungen der Luft aufgezogen. Aujourd'hui, dans une manufacture, on compte environ 50 métiers différents. D'anciens métiers, comme la miniature en émail, ont ressuscité. Sur beaucoup de modèles Reverso, par exemple, le revers est orné de miniatures de style Art déco ou Art nouveau. Ce modèle date des années 30, période de la grande crise économique. Ces lignes sobres sont le reflet de cette époque. Le modèle Reverso était à l'origine destiné aux sportifs. Il possède un boîtier pivotant qui permet de protéger le verre, très fragile à l'époque. Dans les manufactures modernes, l'ingénieur et l'ordinateur ont fait leur apparition. Mais l'ordinateur n'est pas en mesure d'accomplir le délicat travail de précision. Ici, là, on voit
la finesse de cette plaque ici. Et par exemple, la première que j'ai faite, je l'avais fait 2/10 trop fine. Et au moment du détourage, ça fait comme une chips. Donc la platine ici, c'est galbé. Donc elle était inutilisable. Et ça, c'est toujours des petites choses que, même en conception, même quand on simule, on calcule ou tout, on n'y pense pas. Et c'est en faisant les protos qu'on se rend compte tous les problèmes qu'on rencontre. Donc je vais dire 50% du temps sur l'ordinateur et 50% à côté où il faut réfléchir, un peu calculer, voir où on peut mettre les pièces. Puisqu'on gagne énormément de temps en le faisant dans la tête qu'en essayant sur la pièce chaque fois de tout déplacer, sinon ça demande vraiment énormément de travail. Donc si on a déjà une idée claire dans la tête, je veux dire le gros du boulot il est là. L'intérieur d'une montre a tout d'un puzzle en 3 dimensions. La plupart des pièces bougent les unes par rapport aux autres. Et certaines sont soumises à des charges très importantes. Cette roue, par exemple, tourne 700 000 fois par jour. La robustesse et l'innovation, c'est ce que recherchent les meilleurs horlogers. David Cando et son équipe ont longtemps travaillé à la conception d'une montre qui permet d'entendre passer le temps. La spécialité de cette pièce, c'est la partie qu'on retrouve ici avec les 2 marteaux qui vont venir frapper sur les gongs qui sont fixés à la glace de la montre, qui vont vraiment procurer un son ce qu'on appelle de cristal, puisque le timbre est relié directement à la glace. Donc nous avons ici le timbre des heures et des minutes en violet, et qui va vous indiquer les heures, les quarts et les minutes au passage à la demande. C'est quoi ce changement, hein, c'est la meilleure solution, hein. Tout à fait. D'accord. Oui, oui. Cette montre en platine a la valeur d'un bel appartement. Il n'y a pas plus discret pour signaler sa fortune et son rang social. Vanessa Ancel travaille à l'étage supérieur, le plus prestigieux de la manufacture. La jeune femme est l'une des horlogères les plus douées de la profession. Elle travaille actuellement sur un calibre minuscule, de la taille d'un ongle. Dans le jargon horloger, le calibre désigne l'ensemble du mécanisme, appelé aussi mouvement. J'assemble le calibre 101, qui est réputé pour être le calibre le plus petit du monde. Il a seulement 98 pièces, 0,75 grammes. La moindre inattention et le travail de plusieurs jours est anéanti. C'est pour cette raison que Vanessa Ancel ne travaille que le matin à l'assemblage de ce minuscule mécanisme. Elle se sent alors suffisamment calme pour assembler des pièces dont certaines ont la taille d'un grain de poussière. Oui, c'est vrai que c'est particulier de faire cette pièce-là, parce qu'apparemment, il n'y a pas grand monde, quoi. Et oui, c'est vrai que je suis fière de le faire, quoi. Une bonne horlogère, surtout la patience. Ne pas baisser les bras aussitôt dès que ça va pas, parce que c'est vrai que c'est souvent. Et oui, prendre le temps en temps, faut savoir aussi sortir un moment, respirer, et puis revenir, et puis pas stresser. Depuis 1929, le calibre 101 constitue le cœur des montres bijoux. À l'époque, la bienséance voulait que les femmes ne portent pas de montres. Du coup, elles étaient dissimulées dans des bracelets ou des broches.
prochaine étape sur la route des maîtres du temps, Sainte-Croix. L'industrie horlogère du Jura suisse compte de grandes manufactures, mais aussi des horlogers indépendants et très reconnus. Ce sont souvent ces esprits libres qui sont à l'origine de petites révolutions dans les mécanismes et l'esthétique des montres. Vianney Alter a installé sa petite manufacture dans une ancienne fabrique de boîtes à musique. Il a grandi dans les faubourgs de Paris où son père était conducteur de train. À 13 ans, il commence un apprentissage d'horloger. À 17, il est embauché chez un restaurateur de pendules et de montres anciennes. C'est là qu'il va apprendre toute la beauté et l'ingéniosité des vieilles mécaniques. À 30 ans, Vianney Alter quitte les bords de Seine pour les montagnes suisses, comme beaucoup de passionnés d'horlogerie avant lui. Depuis toujours, il se passionne pour les instruments de navigation. J'ai besoin de ces objets autour de moi, comme ici, où l'on trouve de tout ce qui était pour l'aviation déjà les instruments de tableau de bord qui demandaient, parce que c'était une histoire vitale pour les pilotes, une précision et un art de fabrication qui soit extrême. Donc j'apprécie énormément d'être entouré de ces objets. Ça m'arrive de les ouvrir, de les démonter et de voir comment ils ont été réalisés. Ça m'inspire pour pouvoir des fois glisser ces idées ou ces procédés dans ce que l'on produit dans l'horlogerie. Vianney Alter est réputé pour mettre beaucoup de lui-même dans ses créations. Une chose qui est sûre si je voulais, mais que je fais en fait, de mettre dans les produits, c'est une partie de mon âme. Ça, c'est sûr. Et c'est pas visible, ça. Vous pouvez chercher. Bien que si vous regardez bien, je pense que vous pouvez voir quelque chose. Une petite équipe de spécialistes aide le maître horloger à concrétiser ses rêves. Ici, chaque pièce est fabriquée à la main et vérifiée sans cesse afin qu'elle n'ait pas le moindre défaut. Il faut parfois des mois pour fabriquer une seule montre. La petite manufacture n'en produit qu'une centaine par an. Un petit peu des deux côtés, mais le moins possible. Ouais, non, mais ça va bien comme ça. Les dimensions, les largeurs. En 1998, Vianney Alter lance l'Antiqua. Ce modèle très particulier lui assurera une renommée internationale. On va avoir un contraste plus important sur les deux. Le modèle Antiqua réunit prouesse technique et design exceptionnel. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès d'une montre? Je dirais que c'est un mélange des deux. Et il faut une montre, que je la considère moi de valeur, il faut qu'elle ait une technique ou une construction qui soit remarquable et que son image soit remarquable. Il faut qu'elle plaise. Si elle est super bien née à l'intérieur mais qu'elle a un corps abominable, elle a un intérêt, mais elle n'a pas un intérêt complet. L'image et la technique ou la façon de construire sont liées maintenant complètement. Pour cet horloger, la construction d'une montre s'apparente à un jeu d'échecs où les possibilités sont illimitées. Okay. Ça fait même la partie aussi de la porte. Ah oui, tu viens t'intégrer directement sur la porte et en fait on la recoupe au centre. Voilà, ça fait la totalité. Plus que jamais, les précieuses montres mécaniques sont convoitées et collectionnées. Des objets cultes qui méritent un écrin à la hauteur de leur valeur. Chez Vianney Alter, ce sera un magnifique coffret en marqueterie. La partie frontale aussi qui va venir recevoir ce type de décoration et de continuité du fil. L'horloger accepte de nous montrer le dernier né de ses projets, le modèle Cabestan.
une montre au design révolutionnaire. Ici, des cylindres ont remplacé les aiguilles. Le mouvement de conception transversale est appelé mécanisme à fusée. À l'origine, beaucoup de montres de Gousset possédaient un tel mécanisme. Une fois, un client m'a demandé, ma montre, elle coûte 100 000, enfin, il n'explique pas le tarif, mais il dit bien qu'il l'a payé très cher. Des fois, quelques centaines de milliers de francs, puis il explique, mais ma montre, elle n'est pas très précise, vous savez, toutes les semaines ou tous les 10 jours, il faut remettre à l'heure. Et là, je lui explique clairement que s'il veut avoir l'heure précise, il n'y a aucun problème, c'est très facile. Il prend son téléphone mobile et puis il regarde l'heure dessus, il a l'heure sans aucun problème pour un prix extraordinaire. Mais que s'il a envie de rêver, il prend ma montre et puis là, il a accès au rêve. Nous quittons Sainte-Croix et traversons le balcon du Jura en direction de la région des Lacs, aux confins des Alpes. C'est au bord du lac de Bienne que se décida le sort de l'industrie horlogère suisse il y a quelques dizaines d'années. Gâtés par le succès, les fabricants n'avaient pas suivi les évolutions technologiques. Quand il y a 30 ans, les montres à quartz japonaises inondèrent le marché au détriment des montres mécaniques, l'horlogerie suisse connut la crise la plus sévère de son histoire. C'est un conseiller en économie et finance, Nicolas Hayek, qui révolutionnera la branche. Ce fou de montre investit à l'époque dans les montres de luxe, mais il décide aussi de riposter sur le marché des montres à bas prix. La première fois que j'ai montré la Swatch, c'était sur un terrain de tennis. Je me souviens qu'il y avait des jolies femmes qui jouaient au tennis avec moi. Personne ne savait ce qu'était une Swatch. Ce nom n'était pas encore connu. Je l'ai montré comme ça et j'ai dit, nous allons conquérir le monde avec cette montre. Ça les a toutes fait rire, elles ont dit que j'étais bien optimiste. Le secret de cette montre, c'est qu'elle n'est faite que de 51 pièces, alors qu'il en faut normalement 150. Cette nouvelle montre possède un mécanisme à quartz. Des composants électroniques remplacent les parties mécaniques, telles que le ressort ou l'échappement. Le boîtier est entièrement en plastique. Nicolas Hayek révolutionna aussi l'assemblage de la montre. Il remplaça les hommes par des robots plus rapides. Le temps, c'est aussi de l'argent. Une bonne montre à quartz a de nombreux avantages. Peu chère, elle est souvent plus juste que les montres mécaniques les plus coûteuses. Mais on ne pouvait bien sûr pas dire ça. Alors il a fallu trouver un autre argument de vente. Et ça a été qualité, prix bas.